Bonjour à tous. Je vais vous faire cette petite vidéo là pour aborder un sujet qui me semble important parce qu'il y a l'air d'avoir pas mal de comment dire de fausses idées là puis de problématiques entourant la profession de paramédic. Je vois que c'est quelque chose qui est très très peu connu là au niveau français là les différences. Là est-ce que paramédical, paramédic, est-ce que c'est pareil? Puis surtout, ça fait suite à un post donc que j'ai mis sur le groupe ambulancier de France, où finalement on se rend compte que il y a énormément d'ambulanciers ou de sociétés qui se rendent pas compte qu'elles ne peuvent pas forcément fournir des uniformes. Les gens peuvent pas forcément porter des uniformes avec une profession qui n'est pas la leur, qui est arborée dessus. Donc on a des gens actuellement qui se baladent en France avec des uniformes marqués paramédics, des ambulances marquées paramédics, parfois même le nom de la compagnie, c'est les ambulances paramédics. Puis ça, on est d'accord que oui, c'est sûr que les gens, il y a peu de chances qu'ils connaissent la différence vu que les ambulanciers eux-mêmes ne la font pas. Mais je constate que c'est une problématique de plus en plus généralisée avec une sorte je sais pas, de manque de considération là ou de reconnaissance qui est comme rendu malhonnête par le fait de s'approprier une profession qui n'est pas la nôtre. Comme si moi j'allais me balader là avec un t-shirt marqué infirmier ou médecin ou je sais pas quoi dessus. Fait que comme je sais que beaucoup de monde cherche à savoir c'est quoi ces fameux paramédics là, dont on parle, j'ai préparé un PowerPoint à la base, pas du tout dans ce cas de figure, mais ça va pas mal nous servir pour que je puisse vous présenter c'est quoi un paramédic, puis c'est quoi la profession qu'on est en train d'usurper quand on a un chasuble marqué paramédic dessus, puis qu'on n'a aucune idée de ce que ça représente. Donc, être paramédic au Québec. Tout d'abord, c'est 3 ans d'études ici. Dans les autres pays, ça peut représenter de 1 à 3 ans. On peut y avoir plusieurs niveaux de paramédic, là, notamment en Suisse ou en Amérique, on a plusieurs niveaux. Au Canada, on en a également plusieurs, là, mais nous, ça commence à partir de 3 ans d'études. Donc on s'aperçoit que c'est quand même bien loin déjà de ce qu'on connaît en France comme niveau ambulancier, hein. On se rappelle que en France, on est sur un niveau qui est comme BLS, la Basic Life Support. Okay. Ici, le paramédic, c'est considéré au minimum comme de l'ALS, de l'Advanced Life Support. Donc 3 ans d'études dans un cégep, dans un institut de formation, dans le fond, qui est pas un institut à part en soi comme les écoles ambulancières en France. C'est placé dans le fond entre notre baccalauréat français puis l'université. Au milieu de ça, il y a le cégep. Puis le cégep, c'est comme une école où tu vas soit pour avoir un diplôme technique en 3 ans, soit un diplôme préuniversitaire en 2 ans et ensuite aller à l'université. Donc c'est un petit peu comme si on avait en France une licence en soins paramédics, mettons. Au niveau de ce cégep, là, suite à ces 3 ans-là, on a la délivrance donc d'un DEC, un diplôme d'études collégiales en soins préhospitaliers d'urgence. Puis ça va nous permettre ensuite de pouvoir se faire appeler en quelque sorte paramédic. Mais avant ça, il y a encore d'autres choses. Au niveau du cégep, là, la formation en elle-même d'un paramédic, c'est quoi? C'est des cours théoriques, puis des cours pratiques. Et on ne sait pas juste passer le PHTLS et puis that's it, là c'est bon, vous êtes paramédic. C'est beaucoup plus que ça. On a des cours généraux avec du français, de l'anglais, du sport, philosophie, sociologie, de la psychologie. On a beaucoup de cours. Je vais vous montrer dans mon bulletin qui résume là tous les cours passés. Puis on a des cours techniques qui, eux, sont propres vraiment à la profession de paramédic, donc de la réanimation médicale, du trauma, les situations particulières, conduite d'ambulance, de la pharmacologie, biologie. On a énormément de cours comme ça. Je vais vous partager, je pense que je dois la voir ici. Voilà. Donc ici, c'est un bulletin là, de soins préhospitaliers d'urgence. Là, vous voyez, il est à moi, là, Sarthe Alexandre.
On a des formations, donc on a dit le formation générale, tout ce qui est français, anglais, etc., là, qui sont communes à tous les programmes, donc tout le monde fait ça de la même manière. Puis on a une formation qui est propre au programme, donc vraiment pour les paramédics en tant que tel. Et là, c'est assez vaste. Voilà, au niveau des cours en eux-mêmes, donc bon là on a eu l'épreuve de français, ça c'est ministériel. Ici on a de la biologie, il y a plusieurs niveaux des fois à certains cours, on a de la biologie, on a du sport, introduction à la profession, bah ça c'est pareil, on vous apprend voilà dans quel cadre est-ce que vous évoluez, c'est quoi un paramédic, etc. De la réanimation niveau 1, on vous apprend à déplacer des personnes, comment est-ce qu'on déplace de manière sécuritaire une personne donc qui est blessée, malade, etc. Là, c'est de la sociologie, on a du français, on a de l'anglais, on a encore de la biologie de niveau 2, on a de la pharmacologie, communication pour savoir comment est-ce qu'on gère les personnes en crise, réanimation niveau 2, on va vous apprendre à intuber, on vous apprend à utiliser l'oxygène, le matériel, le moniteur défibrillateur semi-automatique, de l'appréciation de la condition clinique. On vous apprend à aborder un patient, quelles questions poser, comment est-ce qu'on peut faire une première hypothèse clinique sur sa stabilité. On a de la philosophie, on a adaptation au milieu de travail, c'est tout ce qui est de la psychologie pour les PTSD, là, tout ce qui va être choc post-traumatique. Encore du français, encore du sport, un stage en centre hospitalier, on va vous demander de prendre en charge des patients, de faire des hypothèses cliniques aussi en fonction de leurs signes, de leurs signes et symptômes, en fonction de leurs paramètres vitaux, etc. Premier module en soins médicaux de niveau 1. Donc ça, c'est des cours à entre 45 et 90 heures. Appréciation de la clinique, de la condition clinique 2, ça c'est de l'appréciation traumatique. L'être humain, ça c'est de la philosophie. Bon là, les cours de cinéma, ça c'est des cours complémentaires, encore du français. De la microbiologie, prévention des infections. Réanimation niveau 3, on vous apprend à donner des médicaments en même temps durant une réanimation en fonction du patient, si jamais c'est un choc anaphylactique, s'il a eu des opioïdes, etc., etc. Trauma 1, c'est dans le fond bah, tout ce qui va être justement scénario traumatique basique mis sur le matelas, KED, ATEL, etc. Pharmacologie, on va vous apprendre tout ce qui est les drogues, la pharmacologie en elle-même, pharmacocinétique, pharmacodynamie, les situations particulières, on vous apprend à faire du triage, nombreuses victimes, les prises en charge sur incendie, etc. Problèmes de comportement, tout ce qui va être les psys, comment se défendre d'une agression, etc. Éthique et politique, ça va être également donc dans de la philo, encore de l'anglais, encore du français, encore du sport. Médicaux 2, là ça va être, on tourne les choses un petit peu plus en profondeur, de l'obstétrique, comment faire un accouchement, comment coder, c'est-à-dire comment prendre en charge la réanimation du nouveau-né. Trauma 2, on va faire les sorties de véhicules, on va faire de la désincarcération, etc. Utilisation d'une ambulance, on vous apprend à conduire sur circuit, en non urgent, en urgent. On vous apprend tout ce qui est la réglementation, les lois qui encadrent l'utilisation sirène, gyrophare, les lois auxquelles vous pouvez déroger, etc. Situation particulière 2, on est dans tout ce qui est infectieux, Covid, matériel spécifique, Ebola, tout ce qui va être réanimation avec déplacement, avec du matériel sur le dos, les situations avec le secours en espace confiné, donc dans très petit, en milieu clos, encore de la désincarcération, éthique professionnelle, bah là encore, on va vous apprendre comment est-ce que vous devez vous comporter, faire un refus de transport, etc. Bon, là, c'est des cours complémentaires. Démarche d'intégration et stage en milieu de travail, c'est les derniers cours que vous avez au niveau de votre parcours. Ça va être principalement un stage de 312 heures où vous allez prendre complètement en charge des patients de A à Z avec un moniteur de stage. Puis la démarche d'intégration, vous faites la synthèse de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez eu comme cours jusqu'ici. Donc, vous faites en fait un cas traumatique, un cas médical, des techniques, un examen théorique, etc. Donc là, vous voyez, c'est quand même pas mal de cours là. Il y en a une quarantaine, je crois, de mémoire. Mais encore une fois, tout ça, c'est nécessaire pour former un paramédic. Donc, vous avez compris, 3 ans d'études, c'est loin d'être la plage.
Donc il y a un examen provincial après ça, donc le programme national d'intégration clinique. Vous n'êtes toujours pas paramédic, là. Vous avez eu votre diplôme de l'école, mais vous n'êtes pas encore paramédic. Vous êtes juste candidat à la profession. Le PNIC, ça va consister en un examen théorique d'une centaine de questions à faire. Vous avez des ateliers pratiques où on va vous demander d'effectuer une technique, poser un garrot, mettre un CPAP, donner un médicament, etc. Et vous allez faire 10 interventions sur la route avec un moniteur qui vous regarde et qui vous évalue au sein de votre futur employeur. Enfin, après ça, vous pourrez avoir le droit de vous appeler technicien ambulancier paramédic. Vous voyez, il y a quand même un petit peu de chemin à faire avant d'arriver jusqu'ici. Il y a plusieurs spécialités possibles au sein de la profession paramédic. Là, vous pouvez être à la base, après votre DEC, après votre diplôme, vous êtes soins primaires, vous êtes paramédic en soins primaires, mais vous avez également, il y a des soins avancés. Vous pouvez également candidater pour être au GIMT, qui est la personne là, qui est ici, là, qui est en gros une unité qui va intervenir avec le SWAT, notamment pour les personnes forcenées ou pour les risques, en tout cas, majeurs dus à une criminalité quelconque. Bon, il y a des équipes diverses, là, équipe aéroport, vélo, roller, métro, événements exceptionnels. Vous pouvez être paramédic communautaire, c'est-à-dire aller chez les gens avant l'ambulance pour déterminer est-ce que vraiment il y a besoin d'une ambulance ou pas. Vous pouvez être dans une unité de soutien technique dont le but va être vraiment de venir en renfort des équipes paramédiques pour les situations à risque ou les situations particulières, comme par exemple là, du renfort brancardage ou vraiment des situations à problème. Là, vous avez notamment un paramédic de soins avancés qui font encore plus de choses, on a compris, que les soins primaires. Voilà, il y a vraiment une multitude de manières d'exercer le métier de paramédic. Ici, vous avez encore le GIMT, puis ici, là, vous avez une équipe là, qui s'entraîne certainement avec du cordage, là, style sauvetage en hauteur. Qu'est-ce que ça fait un paramédic, un technicien ambulancier paramédic versus un ambulancier en France? Ce que je vous ai mis là, ça, c'est extrait du règlement sur les professions, c'est-à-dire c'est un texte officiel, un texte de loi. Donc on va le détailler un petit peu. Là, on peut utiliser un défibrillateur externe automatisé lors d'une réanimation cardio-respiratoire, là, comme un ambulancier français. Par contre, on peut administrer de l'adrénaline également lors d'une réaction allergique sévère de type anaphylactique. On peut servir d'un ballon masque pour assister à la ventilation. On peut utiliser une canule nasopharyngée, donc insérer dans le nez une canule pour permettre à la personne de respirer ou en tout cas de faire passer l'air, de la faire ventiler correctement. On peut administrer du glucagon lors d'une hypoglycémie sévère à une personne inconsciente ou en convulsion, ou qui est incapable d'avaler ou confuse. Bon, ça, le glucagon, c'est une hormone qui est injectée par voie intramusculaire pour libérer le glucose qu'il y a d'emmagasiné dans le foie. On peut administrer de l'analoxone. Ça, c'est ce qui permet de renverser les effets des opioïdes pour les personnes qui sont en général avec une hypoventilation, là, qui ne respirent pas assez à cause d'une prise d'opioïdes. On peut effectuer le pactage de plaies à l'aide de pansements hémostatiques. Ça, c'est un peu comme en France. Euh, les signes et symptômes permettant l'application des protocoles, on a une centaine de protocoles qui nous permettent vraiment de naviguer dans tout ce qui est possible de rencontrer comme situation médicale ou traumatique et de faire face également à de l'obstétrique, de la pédiatrie, de la psychiatrie, du médico-légal, etc. On peut insérer canule œsophago-trachéale à double voie. Globalement, on intube le patient avec un combitube. On peut administrer plusieurs médicaments, nitroglycérine, aspirine, salbutamol, épinéphrine, en naloxone, je pense que je l'ai déjà dit. Là maintenant, on a également fentanyl, midazolam. On peut installer Soluté également sans médication par voie intraveineuse. On peut utiliser un moniteur défibrillateur semi-automatique. Donc là, c'est un moniteur sur lequel c'est vous qui allez demander l'analyse pour voir si on défibrille le patient ou pas. Et naturellement, exercer la surveillance clinique de la condition d'une personne, ça c'est comme la base, on va dire, de tout le monde. On peut également assister mécaniquement la ventilation donc avec ce combitube là qu'on a mis dans la trachée. Là. On peut aspirer les sécrétions chez une personne qui a une trachéo. On peut irriguer, maintenir le débit d'une perfusion intraveineuse. On peut ajuster le débit d'une perfusion intraveineuse. On peut retirer le cathéter intraveineux. On peut procéder à une laryngoscopie de la personne dont les voies respiratoires sont obstruées par un corps étranger. On peut retirer et réinstaller une canule de trachéo. On peut effectuer une irrigation vidange-retrait
Là, je vais pas vous le faire jusqu'au bout. Globalement, cathéter vésical, tube nasogastrique, vidange de stomie intestinale. Bon, c'est voilà, pas des choses qu'on fait tous les jours non plus. Donc voilà, vous avez encore là une image ici là sur, je pense, une réanimation cardio-respiratoire. Donc plusieurs médicaments dans la poche de disponibles, c'est ce que je vous disais tantôt, épinéphrine pour les réactions allergiques, aspirine, nitroglycérine, les problèmes plutôt cardiaques, salbutamol pour les difficultés respiratoires, le naloxone pour les opioïdes, glucagon pour les hypoglycémies sévères, le fentanyl pour la prise en charge de la douleur, le midazolam pour les crises convulsives. C'est pour les soins primaires là. Pour les soins avancés, qui est une spécialité également de chez nous qui requiert 2 ans d'université, on a une vingtaine à peu près de médicaments, surtout cardiovasculaires, type vasopressine, amiodarone, etc. Dans quel cadre est-ce que nous, on évolue là par rapport à l'ambulancier français? Qu'est-ce qui se passe, nous, ici, au Québec? Je vous l'ai dit, on a une centaine de protocoles là, qui sont résumés par le PICTAP, là, les protocoles d'intervention clinique pour techniciens ambulanciers paramédics. Puis ça, c'est une guideline, c'est-à-dire que c'est quelque chose sur lequel on marche, mais notre formation nous permet de pouvoir faire usage de notre jugement clinique. On a 3 ans pour se faire vraiment apprendre, voilà, anticiper qu'est-ce qui va se passer avec le patient, qu'est-ce qu'on pourrait déjà faire pour prendre en compte les problèmes qui vont arriver par la suite, etc. Tout ça, ça relève du jugement clinique. Tous nos appels sont enregistrés, donc audio et les données sur notre MDSA, c'est des moniteurs Zoll série X. Donc l'ensemble de l'intervention est enregistré dès lors qu'on l'allume. Tout ce qui va être donc les voix et les prises de signes vitaux que vous allez faire, le CG que vous allez faire, les monitorages, etc., etc. Tout est enregistré. Tous nos appels qui ont des critères particuliers sont réécoutés par un service qu'on appelle l'assurance qualité avec des paramédics instructeurs. C'est-à-dire que, par exemple, les interventions sur lesquelles on a donné des médicaments, sur lesquelles on a fait un ECG, sur lesquelles il y a eu des refus de transport ou les traumatismes qui ont une certaine cotation sur les échelles traumatiques ou les médico-légaux, tout ça, ça va être réécouté par ce service-là de l'assurance qualité. Il peut y avoir une rétroaction auprès du paramédic, il peut aussi y avoir une sanction, dans le fond, une sanction clinique là, qui va être faite, c'est-à-dire que on peut comment dire, on peut révoquer ou en tout cas suspendre ou prendre des mesures par rapport à vos privilèges cliniques que vous avez. C'est-à-dire que par exemple, le paramédic, bon, lui, il a le droit d'administrer des médicaments, on l'a vu. Par contre, il y a répétitivement des erreurs qui sont faites donc, au niveau de ces médicaments-là, le directeur médical peut dire que ce paramédic-là, tu n'as plus le droit maintenant d'administrer des médicaments. Donc, les privilèges qu'on a, qui sont inscrits dans ce qu'on appelle le registre national, pour être paramédic, il faut être inscrit au registre national de la main-d'œuvre des techniciens ambulanciers paramédics. Eh bien, ces privilèges-là peuvent être retirés ou suspendus. Généralement, c'est plus suspendu. S'ils sont révoqués, généralement, la personne, c'est qu'elle prend le chemin de la sortie de la profession. Au Québec, nous, on n'a pas de concurrence. Là. Les seuls intervenants là, en matière de préhospitalier, c'est nous. Donc, quand il y a un appel qui rentre au 911 avec un composante médicale traumatique ou en tout cas de santé quelconque, c'est une ambulance avec des paramédics qui sont envoyés. Il y a certains pompiers qui ont une formation de premier répondant, là, ça représente à peu près 60 heures pour donner les premiers soins, mais c'est toujours en attendant une ambulance sur les lieux. Je ne vais pas rentrer dans les détails là, des premiers répondants, globalement on a plusieurs niveaux là, mais l'essentiel c'est ça. Puis le 911, c'est au service des paramédics et pas le contraire. On n'est pas au service du 911 comme ça peut être le cas avec les ambulances en France versus le SAMU. Nous, au 911, c'est les paramédics de terrain qui vont pouvoir le commander, de demander, voilà, j'ai besoin de tel renfort, j'ai besoin de telle chose, fais ceci, fais cela. Le 911 est au service des gens sur le terrain. Bon, les employeurs chez qui on peut travailler en tant que paramédic, bon, globalement, on a une corporation publique qui s'appelle Urgence Santé, qui dessert la plus grande ville du Québec, là, Montréal et Laval. On a des coopératives où il y a une certaine ristourne là, qui est donnée, c'est-à-dire un certain montant d'argent qui est reversé à ses membres. On a des organismes sans but lucratif. C'est pour un employeur tel que ça que je travaille. On a des compagnies privées également là, qui font des bénéfices. L'ensemble de ces employeurs sont avec des subventions publiques en fonction du nombre d'interventions qu'ils font, du nombre de véhicules, du nombre de paramédics, etc. Tous
se réfèrent aux mêmes règles, ils ont le même équipement dans l'ambulance, ils ont les mêmes sérigraphies, les mêmes protocoles, tout le monde travaille de la même manière, la seule chose qui diffère, c'est le nom de l'entreprise, éventuellement sur le camion, c'est tout. On a sinon, toutes les ambulances sont exactement pareilles. On a deux modes de travail, le 12h et le 7-14. Le 12h, c'est ce qu'on appelle un horaire à l'heure. Globalement, les deux paramédics sont dans le véhicule, ils sont dans la rue, ils sont dans la ville. Il y a des points d'attente qui sont calculés comme pour découper dans le fond la ville et permettre qu'il y ait une ambulance qui soit toujours à moins de temps d'intervention dans son secteur. Fait que le départ, il est immédiat. Quand on reçoit un appel, ça arrive sur nos radios, on se met directement en route pour aller sur l'appel avec un mode de conduite qui diffère en fonction de la priorité de l'appel. On a des priorités de 0 qui est la plus urgente à 8 qui est la moins urgente. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le 7-14 ou l'horaire de faction. C'est-à-dire que les paramédics sont d'astreinte au domicile comme les pompiers volontaires français hein, en quelque sorte. Ils sont affectés via leur radio. Fait que là, la radio sonne, il faut s'habiller la plupart du temps, surtout si c'est la nuit. Puis on va aller dans notre véhicule, on se rend à la caserne, on attend notre collègue, l'ambulance, on part avec l'ambulance sur l'intervention. Donc ça rajoute des délais, là au moins en général une dizaine de minutes par rapport à l'horaire du 12h ou l'horaire à l'heure, on va dire. C'est un mode de travail qui est plutôt présent sur les zones où il y a peu d'appels ou alors les territoires qui sont particulièrement grands. Un petit mot sur le salaire là pour terminer. On a une convention collective là, mais c'est pas la convention collective des transports. Celle-là, là, c'est la convention des paramédics. Le syndicalisme est obligatoire ici. Donc, quand il y a un syndicat qui demande quelque chose, c'est 100% de la profession qui est derrière pour appuyer. Puis là, elle va être justement renégociée. Là, le premier échelon, vous êtes paramédic, vous faites votre premier jour dans votre ambulance. Là, vous gagnez 23,80 $ de l'heure au premier échelon. Ça, c'est sans les primes, sans rien. Donc 23,80, ça fait 16,16 € actuellement, là, en juin 2021. Nous, on fait des semaines de 40 heures, là, mais il peut y avoir pas mal d'overtime, d'heures supplémentaires. La paye se fait aux 2 semaines. Donc aux 2 semaines, 23,80 par 40, ça fait 1904 $ aux 2 semaines, soit 3808 $ en un mois. En un mois, ça donne l'équivalent de 2585,80 € en net actuellement. Puis évidemment, à ça se rajoute tout ce qui est prime de soir, prime de week-end, jour férié, prime de faction, prime de nuit. Ça, c'est environ 4 à 8% du salaire que vous ajoutez donc à chaque fois au 23,80, puis ça se cumule. Donc si vous êtes de nuit un jour férié, puis que le jour férié est tombé le week-end, puis que vous êtes de faction, bah, vous accumulez les pourcentages là. Par contre, vous avez une responsabilité clinique qui est très importante. Là, c'est vous qui prenez les décisions de A à Z pour votre patient. Donc vous arrivez au domicile, là, on est à la lettre A, puis jusqu'au moment où la personne est prise en charge par le corps médical, on va dire, c'est le Z. Puis entre les deux, vous avez aucun autre renfort qu'une ambulance qui comporte 2 paramédics qui ont la même formation que vous. Donc il n'y a pas de SMUR qui vient, il n'y a pas des pompiers qui viennent, il n'y a pas ceci, cela. Les seuls renforts que vous pouvez avoir, c'est la police éventuellement, s'il y a un problème là évidemment de sécurité. Une autre ambulance, si jamais vous avez besoin de bras ou si jamais c'est problématique là, au niveau de la prise en charge des patients. Vous pouvez avoir les pompiers qui peuvent venir, mais ils ne vont pas venir vous assister sur du clinique, là, sur du médical. Ils vont venir vous assister si vous avez besoin de décarcérer une personne, si vous avez besoin de bras éventuellement pour brancarder ou ce genre de choses. La responsabilité clinique, c'est le paramédic qui l'a. Les démarches en bref pour venir ici, vous allez pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur les groupes Facebook là, qui sont spécialisés là-dedans, là, notamment paramédic en France et Québec, sans vouloir faire de pub naturellement. Donc les démarches en bref, on fait d'abord pour venir donc de France jusqu'au Québec comme paramédic, là, pour pouvoir accéder à la formation. On commence par demander notre admission dans un cégep. Fait que je vous l'ai dit, là, c'est le collège d'enseignement général et professionnel. Il faut avoir validé sa classe de première au minimum.
On demande ensuite, une fois qu'on a cette admission-là dans notre main, on demande le certificat d'acceptation du Québec pour études. Là, il va falloir justifier de notre capacité financière. Ça représente à peu près 8 000 euros pour une personne seule. C'est à justifier, là, c'est pas à dépenser. Donc, vous allez garder votre 8 000 euros. Là. Simplement, c'est quelque chose qui va être nécessaire pour commencer une nouvelle vie. Puis ensuite, une fois que vous avez ça en main, vous allez pouvoir demander votre permis d'études. Là, on va vous demander de passer une visite médicale. Il va falloir justifier d'un casier judiciaire vierge, puis encore une capacité financière, la même que l'étape précédente, vous donnez le même document dans le fond. Puis enfin, bah, les billets d'avion pour arriver jusqu'ici. Si besoin, bon, naturellement, là, vous pouvez me contacter via Facebook ou Messenger, là, Alexandre Sartre, ou mon courriel a.sart à commercial, enfin, arrobase, livelive.fr, ou le groupe Facebook, pardon, dont je vous ai parlé tantôt. Donc, vous l'avez vu, la problématique là, la problématique de se faire passer pour un paramédic, ça engendre quand même pas mal de choses là, tu sais, outre que bon, le patient va pas forcément savoir c'est quoi un paramédic là, mais on s'entend que ça relève pas mal une certaine complaisance intellectuelle de se dire que on est paramédic parce que on travaille avec un infirmier. Vous avez vu, c'est pas du tout le même travail. Les infirmiers, il n'y a aucun lien avec les paramédics. Là, on peut pas se dire, OK, il y a une équivalence. Puis les paramédics, il n'y a aucun lien avec les infirmiers. On peut pas se dire un paramédic est infirmier ou un infirmier est paramédic. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, je voulais vous montrer à ce propos-là. Euh, je suis en train de le chercher. OK, c'est bon, je l'ai. Je vais vous montrer. Il y a le site L'Ambulancier. Ambulancier, le site qui a fait un article qui est très bien fait. J'ai pu moi-même collaborer avec Bastien Bodeco pour la rédaction de cet article-là. Ça s'appelle La France et le paramédic. Puis ça explique justement là, toute la problématique qu'on a en France là, à se dire bon sang, t'es ambulancier, bah, marque ambulancier sur ton uniforme, là, il n'y a pas besoin de se faire passer pour autre chose. Donc c'est ça, il y a tout un article là, puis ça va également. Hop, ici, vous donnez notamment l'article 433-17 du Code pénal qui résume dans le gros l'usurpation de titre parce que paramédic reste quand même un titre, mais surtout la crédibilité de la personne ou de l'entreprise qui va être pas mal affectée pour ceux qui, pour le coup, auront vu cette vidéo ou connaissent déjà le titre de paramédic, la profession de paramédic, qu'est-ce que c'est. Nous, forcément, en tant que paramédic, là, on est plusieurs Français à avoir fait sa formation, à avoir fait ces démarches-là sur le groupe ambulancier de France ou sur d'autres groupes là. C'est sûr que c'est pas mal irritant de voir qu'il y en a qui vont se balader avec ça décrit sur l'ambulance ou sur la chasuble, après tous les efforts que tu fais pour arriver à obtenir ce titre-là. Vous avez vu que 3 ans d'études, après on a un examen de synthèse de programme, ensuite il y a le programme national d'intégration clinique, puis tout le long de ta carrière, tu te fais watcher, tu te fais surveiller par l'assurance qualité. Donc on est pas mal loin de ce qui peut se pratiquer dans certains autres coins. Puis d'ailleurs, il y a les RS de Charente, là, ici, qu'on peut voir, là, qui a rappelé à l'ordre une entreprise, notamment pour éviter là, d'utiliser ce titre qui était trompeur. Puis la société en question donc, a retiré ce titre-là. C'est possible de croiser des paramédics en France de manière exceptionnelle. Moi-même, ça m'arrive de pouvoir prendre des vacances en France là entre deux gardes là, donc c'est possible de pouvoir voir des gens, mais c'est pas on va pas avoir jean et basket avec une chasuble paramédic là. Quand on vient là, on a une vraie tenue paramédic. Puis je sais pas si je l'ai ici. Je vais vous montrer ça. On a également voilà, je l'ai. On a également une carte d'identification qui ressemble à ça, ok, où il y a marqué nos noms, nos prénoms, le niveau de soins, si on est soins primaires, soins avancés, etc. Savoir si c'est un membre, si c'est un étudiant, si c'est un membre actif, un paramédic, puis avec une date d'expiration et un code barre. Fait que vous allez toujours avoir une personne qui a ce genre de carte-là et qui vont pouvoir justifier de leur fonction grâce à ça. Fait que tous ceux qui n'ont pas ça, bah,
tu peux pas vraiment marquer paramédic parce que t'es pas paramédic dans le fond. Puis c'est l'excuse de pouvoir se dire, ah mais là il travaille avec un infirmier, là c'est une équipe paramédicale, donc là je vais marquer paramédic. Ça marche pas. Sur ton uniforme, tu marques la profession que toi tu exerces. Le médecin, il a sa chasuble médecin, l'infirmier, il a une chasuble infirmier, l'ambulancier a une chasuble ambulancier. C'est pas mal ça. Fait que voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo là. Je pense que on a pas mal de choses là. Il y a aussi un petit détail aussi. La personne qui se prendrait pour un paramédic, vous avez vu que la plupart des actes, c'est pas mal des actes que les infirmiers entre autres font en France. Donc naturellement, ça tombe sur le coup de l'article L4314-4 du Code de la santé publique qui va pouvoir sanctionner l'exercice illégal de la profession d'infirmier. Vous avez vu, c'est quand même 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Ça fait un peu chier pour se prendre pour un paramédic, quoi. Mais c'est ça, je vous invite vraiment, honnêtement, si jamais ça vous intéresse, plutôt que de faire ce genre de choses ou en tout cas d'accepter ce genre de choses de la part de votre employeur, vous pouvez venir me voir, il n'y a aucun souci. Je vous aiderai avec plaisir, je le fais chaque année, pour vous donner toutes les informations que vous avez besoin pour pouvoir devenir un vrai paramédic au Québec ou ailleurs. Là, j'ai des contacts pareils là, pour la Suisse, j'ai un très bon formateur, là, David Dulian, qui se fera un plaisir de vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une belle soirée. Là, je pense que vous, ça doit être pas mal la nuit. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut.